Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter votre édition tête-à-tête de la semaine. Et en tête-à-tête aujourd'hui, nous allons recevoir un auteur, compositeur, historien, commentateur, enseignant, interprète, enfin, j'en passe, je suis sûr d'avoir raté quelques-unes de ses qualifications. Jean-Claude Martineau, Corallin, qui est avec nous, qui est sur notre plateau. N'oubliez pas de partager, d'échanger avec nous, de discuter avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Jean-Claude Martineau, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Emmanuel. Corallin, comment ça est? Ça va. Ça va très bien. Jean-Claude, par rapport à tout ce que je viens de dire, si pour me présenter Jean-Claude Martineau, si je devais te présenter au public, quel chapeau aurais-tu souhaité? Le patriote. Là, tu me fais le coup que Fidel Castro a fait à Jean-Dominique. Jean-Dominique de Radio Haïti, qui rencontre Fidel Castro et qui lui dit, tu connais la verve de Jean, et qui lui dit, comment tu te llamas? Comandante, compañero, presidente. Et puis Fidel de lui répondre, llámame Fidel. Donc c'est le coup que tu me fais, c'est le patriote Jean-Claude Martineau. Et je prends l'exemple d'échange de ces deux hommes, un qui était un intellectuel, un journaliste très proche de toi, Jean-Dominique, et puis un autre que tu aimais et respectais beaucoup, qui est Fidel Castro. Avant de parler politique, on ne va pas glisser tout de suite dans la politique, quoique discuter avec Jean-Claude, c'est difficile de ne pas y aller dans la politique. Mais quand moi je regarde Jean-Claude Martineau, je vois le tout. Parce que je suis privilégié, parce que ça fait longtemps que je suis Jean-Claude Martineau. Mais quand le public voit Jean-Claude Martineau, c'est d'abord le conteur. C'est d'abord aussi l'auteur, compositeur, très connu avec certains, surtout certaines artistes. Je parle de que ce soit Carole Maoulé, que ce soit Ticone, dont tu étais, Jean-Claude, quasiment le compositeur, pour qui tu étais quasiment le compositeur attitré. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est d'abord et avant tout le conteur qu'on connaît. Oui, c'est le conteur qu'on connaît. Comme tu sais, en Haïti, on ne reconnaît pas les compositeurs. On pense que celui qui chante est celui qui a composé la musique. Par exemple, hier encore, je regardais des filles qui interprétaient certaines de mes chansons. Et qui disaient, par exemple, Luman Casimir de Carole Desmesmin et Yan Valou de René Désir. OK? Parce qu'on ne prend pas le temps de faire des recherches et de savoir exactement qui a composé ces musiques. J'ai travaillé dans la radio lorsque j'étais jeune. C'était la radiodiffusion haïtienne. Très bien. Et je me souviens lorsqu'on présentait une chanson, on disait non seulement l'interprète, le chanteur, l'orchestre ou l'ensemble qui accompagnait le chanteur, quel type de chanson c'était et qui avait composé cette chanson. Okay. Et c'est une tradition qui, au fil du temps, on a l'impression qu'on a perdu dans les radios haïtiennes. On a complètement perdu. D'ailleurs, ce que moi j'ai remarqué, c'est que en Haïti, il y a très peu de chansons qu'un artiste peut interpréter parce qu'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Tiaya, toto, totolito. Qu'est-ce que ça veut dire? Bé, 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 bé.
un ganino, moi, dit bébé. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Et je vais te raconter, c'est une anecdote, mais c'est une histoire vraie. Mhm. Un Américain qui a entendu cette chanson de Dodolphe Le Gros et est venu chez moi pour me dire comment Traduire. cette chanson l'a plu. Mhm. Oh, il aimait cette chanson. Et puis, il est venu avec le disque pour jouer ça. Et puis alors, Dodolphe Le Gros qui commençait « Bébé, bébé, on gagne l'eau du bébé. » Ou Grand Cabrito. Et l'Américain de me demander « Mais qu'est-ce qu'il dit ?» Il ne dit rien. Et voilà, on nous a appris à aimer les gens qui manquaient beaucoup. Mhm. Par exemple, si vous prenez Guy Durosier, Mhm. c'est un musicien de très grand talent, Absolument. mais ils ont négligé les paroles. Je ne suis pas d'ici, mon capitaine. Et puis, brusquement, le capitaine devient un sergent, un caporal. Mhm. Le bonhomme qui chante, il allait au marché, Mhm. il allait au cinéma. On revient à Jean-Claude. On revient à Jean-Claude Martineau pour spécifier, parce qu'on va avoir tout au cours de l'émission la possibilité de revenir à ces anecdotes. Mais je voudrais revenir à Jean-Claude Martineau pour parler, par exemple, du conteur, mais même au niveau de tes écrits, Jean-Claude. C'est-à-dire, quand on regarde, et là je vais être conservateur, Jean-Claude Martineau, c'est à peu près une quarantaine de pièces de théâtre, de textes, je veux dire, qui ont été, oui, de textes qui ont été interprétés, de textes qui ont été interprétés et que, dont certains que j'aime beaucoup. On parlera par exemple de ta version de Blanche-Neige. Mais je voudrais d'abord souligner le fait que dans tout ça, Flay disait quand on parle de Jean-Claude Martineau, c'est Flay disait, c'est une œuvre immense, grandeur nature, qui est comme un arbre qui cache la forêt du travail de Jean-Claude Martineau. Comment tu vis ça? Comment vit ça, Jean-Claude? Écoutez-moi, c'est une histoire qui me tient à cœur. Très bien. Parce que c'est une histoire basée sur une certaine réalité. La fille que je décris dans ce poème narratif Très bien. existait vraiment. Elle s'appelait Cécile. Je l'avais connue, elle avait à peu près 10 ans et moi aussi. Et puis on s'est liés d'amitié, amitié d'enfance. Très bien. Et lorsque je raconte cette histoire, j'ai exagéré certaines choses pour donner au public les sentiments que j'éprouvais. Okay? Et comme le public n'était pas là, j'ai dû exagérer un peu certaines choses. Mais aussi, il y a, comme toujours dans tes textes, Jean-Claude, ce souci de dénoncer l'injustice, de dénoncer une société inégalitaire à tous les niveaux, de dénoncer cette différence à la base même de la structure de la société haïtienne, c'est-à-dire le pays en dehors, le pays en dedans, la République de Port-au-Prince. Tes textes sont jalonnés de ces réalités. Oui, parce que c'est ce que je veux dénoncer. Mais maintenant, avec toi et avec ton émission, je te propose de dénoncer autre chose. À l'étranger, on met tous les Haïtiens dans le même panier. Très bien. C'est comme si on était tous des Duvaliers. OK? Et ils ne voient pas que c'est l'histoire d'un peuple qui lutte depuis 2 siècles pour avoir une vie meilleure. Tout ça, les injustices qui existent en Haïti, existent parce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose au mieux-être du peuple haïtien, qui s'oppose violemment à ça. Nous avons, et voilà exactement ma définition de la situation,
Les Haïtiens sont un peuple dirigé exclusivement par ses pires ennemis. Parfois, nous avons une lueur d'espoir qui apparaît, mais ça ne dure pas. Comme tu as pu voir, un gouvernement comme Boyer, un gouvernement comme Duvalier, ils sont restés au pouvoir pour près de 30 ans. Mais lorsqu'il s'agit d'un Dumas estimé, à 24 ans, un coup d'État l'emporte. Ok, c'est exactement ce qu'on doit savoir. Notre pays est dirigé par ses ennemis. Et tout ce qu'on a entendu d'Haïti, à l'extérieur d'Haïti, ont été présentés par les ennemis d'Haïti. C'est un pays drôle, un pays qu'on ne peut pas comprendre, etc. Et on nous a tellement inculqué ces histoires que vous voyez des Haïtiens parler mal d'Haïti, même à l'extérieur. Et pourtant, ils mangent ce que nous mangeons, ils aiment ce que nous aimons, ils dansent ce que nous dansons, mais ils parlent mal du pays. Et je n'ai jamais vu ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu un Italien parler mal de l'Italie ou un Français parler mal de la France. Mais en Haïti, les Haïtiens le font. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné à le faire. Et c'est cette décolonisation à laquelle tu te donnes, comme d'autres, pour essayer d'enlever les chaînes qui sont demeurées dans l'éducation, dans différents domaines d'éducation, art, musique, etc. Mais Jean-Claude, est-ce que il y a quand même eu des avancées considérables? C'est-à-dire que nous avons un peuple... les Haïtiens qui disent du mal en dehors de la situation actuelle du pays, et tu conviendras qu'on a très peu d'occasions de présenter Haïti de manière valable, comme ce pays est, comme l'histoire de ce pays, comme ce que représente l'histoire de ce pays. D'ailleurs, quelqu'un comme toi, Jean-Claude, qui s'est battu toute sa vie comme militant, comme artiste, comme intellectuel, pour valoriser la culture haïtienne, pour valoriser l'histoire d'Haïti. On parlera d'autre chose que de ta musique, que de tes pièces, etc. Parce que tu as des moments, tu as des textes historiques importants que tu as écrits aussi. Quelqu'un qui est, par élégance, on ne parlera pas d'âge, ni toi ni moi. À un certain moment, ceci ne fait plus de différence. Mais Jean-Claude, au soir de ta vie, quel sentiment que tu éprouves par rapport à la situation actuelle? Eh bien, je vais te le dire. C'est très mitigé. D'un côté, je sais que le peuple haïtien ne mourra pas. De l'autre côté, je ne verrai pas ce renouveau. Et ceci me fait très mal. J'aurais voulu, avant de m'en aller, de voir Haïti sur les rails, allant vers un mieux-être. Mais je ne le verrai pas. Peut-être que mon fils même ne le verra pas. Mais c'est ça mon rêve. J'aurais voulu qu'Haïti devienne une petite république moderne, où il y a assez de médecins et d'hôpitaux pour les malades, assez de nourriture pour tout le monde, assez de loisirs pour tout le monde, assez d'écoles pour tous les enfants et même les adultes. Voilà ce que j'aurais voulu voir. Voilà ce que j'aurais voulu voir, et je suis au regret de le dire, je ne crois pas que je le verrai de mon vivant. Quand on a vécu tout ce que tu as vécu comme artiste, comme intellectuel, comme bon vivant aussi,
euh, on retient quoi de la lutte du peuple haïtien? Par exemple, là, je t'ai demandé quel est ton sentiment par rapport à la situation actuelle. Mais quel meilleur moment aussi tu as vécu, Jean-Claude? Eh bien, écoutez-moi, lorsque je dis ça, je me rappelle, j'étais appelé au Connecticut pour prononcer un discours. J'ai dit quelque chose et puis toute l'audience s'est levée pour demander, mais est-ce qu'il est fou? Je leur ai dit que j'ai eu une enfance et une adolescence heureuse. Mm. Heureuse en Haïti, oui, en Haïti. Parce qu'à côté de la mauvaise gouvernance que nous avons toujours eue, il y avait cette, comment dire, cette amitié instinctive qui existait entre les Haïtiens. Et les étrangers même avaient appelé notre pays Haïti l'hospitalière. Est-ce que tu as remarqué ça? Je ne sais pas si tu l'as vécu, mais c'est très possible. Tu vas sauter dans une camionnette, tap, tap, et la camionnette se déplace. Et les gens à l'intérieur de cette camionnette te donnent la main pour t'aider à monter. Ouais. Ouais. Lorsque j'étais jeune et que je suis de la province et que j'allais passer mes vacances, je devais saluer tout le monde. De la grande rue jusqu'à ma maison, je montais sur chaque galerie pour aller embrasser. Et les dames donnaient la main aux messieurs et dire bonjour, oui, je suis venu passer les vacances. Et ils me posent tous la même question. Tu as réussi cette année? Oui. Tu as une petite amie? Sur cette galerie-là, ils entendent ma réponse, Ok. mais ils me posent la même question. Ouais. OK? À la fin, un beau jour, j'ai décidé de ne saluer personne. Je prends ma mallette et je descends directement à la maison. Ma réputation de sauvage Était faite. du village. Et ça ne t'a pas quitté, Jean-Claude. Non. Et c'est à toi de le rappeler. Voilà, j'ai compris bien après que dans mon village, le bourg de Plaisance dans le nord, tous les adultes étaient tes parents. Et c'était tous des oncles et des tantes. Ils avaient le droit de te réprimander et même de te punir. Ceci m'énervait à n'en plus finir. Mais après avoir grandi, j'ai pu remarquer quelque chose. Ce n'était pas ça qu'il faisait seulement. Tu étais aussi protégé. Personne ne pouvait te toucher. Et si tu tombes, la première main qui passe t'aidera à te relever. Est-ce que tu crois que cette solidarité agissante, on l'a complètement perdue? Non. Ah oui, Je vais te dire pourquoi. oui, oui. Lorsque le premier coup d'État contre Aristide s'est fait, c'était en septembre. L'année ne me vient pas. Le 30 septembre 1991. 91, OK? Il y avait des manifestations dans la diaspora, presque partout. J'étais à Boston et on a eu une manifestation qui a duré 57 jours. Pendant 57 jours, matin, midi et soir, il y avait des Haïtiens qui se relayaient en cercle au Government Center. OK? Et c'était en septembre, il commençait à faire froid. Tu sais ce qui est arrivé? Les femmes sont allées chez elles pour faire des infusions de gingembre et venir avec ça pour nous réconforter et nous... Le traditionnel thé gingembre. Thé gingembre, ça vous réconforte.
ça vous réchauffe. OK? Ah oui. Ce geste-là est purement haïtien. Ouais. Mm. C'est un geste purement haïtien. C'est une solidarité instinctive. Mhm. Mhm. OK? Dans mon village, Mhm. on reprochait à ma mère que je ne suis pas venu manger chez un tel ou chez une telle. Je devais quand même un jour aller manger chez madame un tel ou chez monsieur un tel. Mais par exemple, cette tradition probablement est perdue, peut-être pas dans tout le pays, parce que souvent on a tendance à résumer Haïti à Port-au-Prince. Il y a des traditions qui se sont perdues au contact de Port-au-Prince, etc. Mais il y a aussi, Jean-Claude, cette méfiance qui s'est installée au pays. Exact. Au fil des années, l'haïtien est devenu méfiant par rapport à l'haïtien. Mais certainement. Et ceci a comme effet la perte de cette tradition. La perte de cette tradition de solidarité où le village élevait, que l'enfant était élevé, pas seulement en Afrique, en Haïti, c'est le village qui élevait l'enfant. Comme tu le soulignais, avec toute cette responsabilité, pouvant à la fois récompenser l'enfant que le punir aussi. Mais au fil des années, la méfiance s'est installée. Comment cette détérioration s'est faite au fil des années? Eh bien bon, moi je vais te le dire franchement comme je le pense. Mm-hmm. Je ne dis pas que j'ai raison, mais de toute façon c'est ainsi. C'est ta lecture. C'est ma lecture de cette affaire. Le contact avec l'étranger qui est venu avec cette idée de gain rapide, de richesse mal acquise et qui arrive d'un coup, Mm-hmm. ok? Mm-hmm. Et ceci est arrivé avec aussi d'autres défauts. Laisser le pays, aller travailler quelque part d'autre, laisser le pays, ok? C'est quelque chose de très, très néfaste pour nous. Ok? Mais l'histoire de quitter le pays a commencé il y a pas très longtemps. Bon, c'est vrai que il y a une histoire de travailleurs à l'extérieur qui a commencé avec l'occupation américaine. C'est-à-dire, à quel moment ce désir de partir, de quitter, s'est fait vraiment sentir? Non. Voilà. Premièrement, il y a toujours eu des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais ceci venait d'une classe, de la classe possédante. On envoyait leurs enfants faire des études en France. Souvent, ils restaient là, ils constituaient une famille aussi. Exactement. Mhm. Ils constituent une famille et lorsqu'ils reviennent en Haïti, ce n'étaient plus des Haïtiens. C'était des Français déguisés. Mhm. OK? Et ils ont travaillé, ils ont fait de la politique, et même dans le cas de Borno, de Elie Lescaut, ils sont parvenus au pouvoir. Très bien. Mais de toute façon, ils sont complètement déconnectés avec les réalités haïtiennes. Complètement déconnectés. Quand est-ce que ça a commencé? Premièrement, l'exode massif d'Haïtiens s'est fait à partir de l'occupation américaine, comme tu as dit. Parce que l'Américain avait en tête que Cuba et la République dominicaine, qui avaient de grandes plaines, Mhm. produiraient la canne à sucre, donc le sucre, Mhm. et les Haïtiens iraient couper la canne à sucre en République dominicaine et à Cuba. La traite des nègres a recommencé au XXe siècle avec cette tendance. OK? Et alors, bien entendu, il y a eu des Haïtiens à faire fortune, Mhm. comme il y a eu des Haïtiens qui sont morts, Mhm. qui ne sont pas revenus au pays. Il y en a qui sont revenus au pays parce qu'ils ne pouvaient pas vivre là-bas. Mhm. Eh bien, voilà exactement là où a commencé cette dérive de nos sentiments d'amitié,
de convivialité, etc. C'est là que ça a commencé. Jean-Claude, il y a un élément fondamental que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le fait que la culture haïtienne, qui est une arme essentielle, qui est une arme importante, qui est peut-être la seule chose qui nous reste à offrir à l'extérieur devant la détérioration de la situation du pays en général. Et on a l'impression, et tu me le disais, qu'on ne profite pas assez de ça. Ou bien qu'on en profite, mais mal. On en profite mal et parfois aussi on l'ignore. OK. On l'ignore. La richesse que nous avons. Exactement. Mais je vais te dire quelque chose. Cette cruauté que nous voyons maintenant en Haïti, ça n'existait pas. Des enfants, parce qu'ils sont tous des jeunes, avec des armes et qui vont, qui kidnappent, qui tuent. Ceci n'existait pas. Très bien. Et je vais te dire quelque chose. J'ai travaillé à la radiodiffusion haïtienne, pendant 7 ans. Pendant ces 7 ans, je n'ai rapporté à la radio qu'un crime. Je me souviens même du nom de ce criminel qui a tué sa femme. Je ne dirai pas son nom parce qu'il a le même nom qu'un notable de mon village. Très bien, très bien. OK? Je ne citerai pas le nom. Pendant 7 ans, c'est le seul crime que j'ai eu comme, on disait, speaker à cette époque, à la radio. C'est le seul crime que j'ai eu à rapporter. Très bien. Eh bien, maintenant, ceci se fait par 12 Non, mais l'exception, c'est... Non, l'exception, c'est quand il se passe une journée où il n'y aurait pas de crime. Exactement. De toute façon, il ne se passe pas une seule journée où où le pays n'enregistre une dizaine de cas, ou bien de kidnapping, ou bien d'assassinat, ou bien d'incendie, etc. Mais je reviens à ce que je te disais, c'était important de compléter cet aspect de la détérioration, cet aspect du... Mais pourquoi tu dis c'est le contact avec l'étranger qui nous a donné ça? OK. Le contact avec l'étranger, parce que il y a un mot que je veux éviter. Eh bien, je vais le dire. Le capitalisme. Très bien. OK? Voilà ce qui est entré en Haïti en force et qui a mis dans la tête de tout un chacun l'idée de s'enrichir rapidement. Mais pas toujours honnêtement. Mais il faudrait peut-être, Jean-Claude, remonter aussi à cette inégalité qu'on a évoquée au début, c'est-à-dire une société marginalisant de plus en plus une partie de sa population. Exactement, mais c'est exactement cette capitalisation à outrance, ce capitalisme à outrance. La capitalisation a trouvé exactement un terreau fertile. Exactement. C'est une fertilité extraordinaire qu'ils ont trouvée. Ça pourrait aller d'un côté ou d'un autre. Eh bien, nous avons, par malheur pour nous, nous avons pris le mauvais chemin. Et je vais le dire ouvertement maintenant. Pour qu'Haïti sorte de cette ornière, il faut rompre avec l'Occident. L'Occident ne nous a rien apporté que mépris. Par exemple, je le dis souvent, l'Union soviétique avait un rideau, le rideau de fer. Nous en avons 3. Qui sont? Un rideau d'incompréhension, un rideau de mépris, OK, et un rideau de malveillance. Ils ont agi envers Haïti avec beaucoup de malveillance. Je vais te dire quelque chose. Le jeune Américain, par exemple, ou Français, qui grandit, il ne connaît pas l'histoire d'Haïti, mais il sait qu'il doit haïr Haïti. Il ne connaît pas l'histoire, il ne sait même pas pourquoi il hait Haïti, mais c'est quelque chose
il a grandi avec. C'est comme par exemple, tu vas aux États-Unis et tu trouves que l'Américain est Fidel Castro, mais il ne sait pas pourquoi. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Fidel Castro? C'est inné. Il a dit tout simplement que ce qui est à Cuba doit appartenir au peuple cubain, point. Mhm. C'est garanti par la loi internationale. Mais comment rompre? Parce qu'au fil des années, il s'est développé une dépendance incroyable du pays, d'Haïti, par rapport à ces pays qu'on appelle les donateurs, les pays dits amis. Si tu romps aujourd'hui, c'est un peu la spirale qu'on a évoquée par rapport à Boyer et la dette de l'indépendance. Si tu romps aujourd'hui, est-ce qu'il y a la possibilité de s'en sortir? Oui, la possibilité existe. Et je vais te dire quelque chose, c'est peut-être pour la première fois que je le dis en public. Mhm. L'avenir d'Haïti est avec l'Afrique. Très bien. N'oublie pas que l'Afrique, c'est le continent le plus riche qui existe. Et tous les autres continents bénéficient de la richesse africaine. Mais nous devons nous placer avec l'Afrique et dire à l'Afrique, voilà ce que nous avons fait. N'oubliez pas, nous sommes vos fils et vos filles. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons prouvé que le racisme devait être aboli. Mhm. Nous avons prouvé que le racisme n'était pas scientifique. Nous avons prouvé, plus que tout autre groupement humain, nous avons prouvé que nous sommes des humains. Mhm. Imaginez un groupe d'hommes et de femmes privés de toute forme d'éducation pendant 3 siècles et qui se sont levés un jour, ont appris à se battre et ont battu l'Espagne, l'Angleterre et la France. Ils n'ont pas de West Point, ils n'ont pas Saint-Cyr, ils n'ont rien de tout ça, mais ils l'ont fait. Et quelqu'un a classé Toussaint Louverture parmi les 100 meilleurs généraux de la Terre. Mhm. Il n'a étudié ça nulle part. Et celui qui est venu après lui a continué son œuvre, et avec l'armée qu'il avait formée, ils ont battu l'armée française. Et vous me direz que ce peuple est un peuple inférieur? Comment un peuple inférieur peut-il produire un Toussaint Louverture ou un Nelson Mandela? Qu'est-ce que les jeunes, quel est le rôle que les jeunes haïtiens auraient à jouer pour pas rétablir la situation, parce qu'il faut à la fois l'haïtien nouveau, il faut aussi pas reconstruire. Quand on dit reconstruire, des fois c'est sur de mauvaises bases. Tu sais, qu'est-ce que la jeune génération peut faire pour changer les choses? Quel rapport le pays du dedans doit établir, par exemple, avec sa diaspora, le pays du dehors? Bon, moi, je dis que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible. Mhm. La jeunesse doit reprendre sa fierté. Et c'est notre culture qui lui donnera cette fierté. C'est ton travail et c'est le mien. Mhm. OK? Apprenez aux jeunes d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont les petits-fils de géants. Ils n'ont pas le droit de se conduire comme des nains. Ils n'ont pas le droit de le faire parce que ce n'est pas ce qu'ils ont hérité. Ce sont des fils et des filles de géants. Mhm. OK? Nous devons, avec des discours, des chansons, des pièces de théâtre, des poèmes, nous devons inculquer ça à la jeunesse. Nous ne pourrons pas les séduire tous, mais si nous avons un groupe quelconque qui se dit, mais nous ne sommes pas n'importe qui, Mhm. eh bien alors on est sauvé. Bah, C'est là qu'il faut prendre la jeunesse, leur redonner la fierté d'être nègre. Jean-Claude Martineau,
C'est toujours le même plaisir d'échanger avec toi sur différents sujets. Je n'ose pas le demander, mais je me disais, est-ce que Jean-Claude ne dirait pas un petit texte, un bout, pour notre auditoire? Bon. N'importe lequel. Oh oui, 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 oui. J'ai une chanson, je ne vais pas chanter, bien entendu, une chanson sur l'Afrique. Cette chanson, je dois tout simplement trouver l'argent pour entrer dans le studio et l'enregistrer. Parce que j'ai déjà l'artiste. OK. OK? Donc, Jean-Claude cherche un producteur. Oui. Avec de l'argent. Pas seulement ceux qui portent le nom de... Très peu. Une seule chanson pour le moment. Très bien. Mais, Voilà. mais un texte, Jean-Claude, dis-nous un texte. Une nouvelle aube se lève sur toute la terre africaine. Le baobab, le bois d'ébène, entonnent dans la brise une chanson nouvelle, au rythme d'un tam-tam qui les remue jusqu'à la sève. L'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. De l'océan de sable aux confins de la forêt vierge, l'Afrique se réveille, l'Afrique se réveille. Du sommeil centenaire, son front d'ébène émerge. Poussant des cris de rage, des hurlements sauvages, de plusieurs points du monde arrivent les tueurs à gages. Mais sur leur face blême, l'histoire a tourné la page et l'Afrique alertée déjà attendait sur ses plages. Et ces soldats de fortune, cloués au baobab, cloués au bois d'ébène, rendent l'âme mercenaire. On ne vient pas impunément pour un maigre salaire se mettre sur les pas de ceux qui vont vers la lumière. Debout dans la savane, le géant noir s'étire et tremblent les boanas et dégringolent les empires. L'Afrique se réveille au milieu des bravos de tous les opprimés du monde. Tambour de mon pays, mets-toi au rythme du tam-tam. Lambi qui hurle sur nos plaines, retrouve-nous la note de rage et de colère, retrouve cette note que tu jouais avant-hier. Haïti se réveillera un matin de printemps quand volent par millions les papillons de la Saint-Jean. Depuis la Guinaudée jusqu'où s'élevait le Marien, Haïti se réveillera et nul n'y pourra rien. Merci, Jean-Claude. C'est un bijou et Jean-Claude Martineau, c'est encore plus que ça. Pas besoin de vous dire que nous allons avoir Jean-Claude Martineau assez régulièrement pour échanger sur différentes choses avec ce baobab, avec ce mapou de la culture haïtienne. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas non plus de commenter et Jean-Claude se fera un plaisir de répondre si vous avez des questions. Merci à toute l'équipe technique. À bientôt, mesdames et messieurs.